Et nous sommes en direct de l'IHOP Léon Bérard avec nos invités pour l'émission. L'émission Rugby au cœur et l'émission qui s'intitule Paroles de sportifs et de sportives aujourd'hui, puisque au plateau, nous avons l'honneur d'avoir deux joueurs, un joueur et une joueuse du Loup Rugby, et pas n'importe lesquels. Nous avons avec nous Baptiste Couillou, capitaine du Loup Rugby. Bonjour Baptiste. Salut. Et nous avons aussi Léane Bonneville qui est avec nous, joueuse du Loup Rugby. Salut Léane. Salut. Alors Léane, ça va, pas trop stressé pour ta première émission radio d'ailleurs en plus? Un peu. Ouais, ça va très bien se passer, tu verras. Aujourd'hui, ce sont, on le rappelle, les jeunes de l'IHOP qui ont en fait écrit les questions et certains vont pouvoir au cours de l'après-midi vous les poser. En tout cas, on les a ici en émission, elles sont affichées sur l'écran. Voilà. On a avec nous aussi autour du plateau Louane, voilà, qui va pouvoir aussi assister à l'émission si tu as envie. Luna qui peut donc assister à l'émission. Si tu as envie de poser des questions, tu n'hésites pas à prendre le micro. Et avec nous, comme dernière invitée, une invitée qu'on a aussi régulièrement aussi dans l'émission, il faut le dire. Voilà, Laurie, qui est enseignante APA au sein de l'IHOP. Salut Laurie. Bonjour. Alors, on a des questions qui vous ont été posées par les jeunes de l'IHOP, Baptiste et Léane. Vous allez pouvoir y répondre ensemble. Alors, on va commencer par la première question. La première question qui est à quel âge avez-vous commencé le rugby et pourquoi? Et c'est Mohamed qui pose cette question. Allez Léane. Alors j'ai commencé le rugby à 15 ans au lycée et mes parents ils m'ont toujours dit que je me battais tout le temps avec mon frère, donc ils m'ont dit commence le rugby. Ah ouais, d'accord, donc on se bat avec son frère. Alors Baptiste, du coup c'était pareil pour toi ou pas? Du coup tu te battais avec ton frère, t'ont dit allez faire du rugby tous les deux, non? Non, moi je me battais avec mon frère aussi, mais c'était pour d'autres raisons, donc c'est pas pour ça que j'ai commencé le rugby. D'accord, donc du coup ils t'ont conseillé d'aller faire du rugby? Oui, j'ai essayé et j'ai adoré. Puis on jouait avec les garçons, c'était drôle. Ok, tu as commencé dans quel club toi, Léane? J'ai commencé au lycée, donc pas du tout en club. D'accord. J'ai fait à l'UNSS. Ok, UNSS, donc en tant qu'étudiante. Oui. Et maintenant joueuse au Loup Rugby. Oui, c'est ça. Très bien, super. Alors Baptiste, du coup, donc c'était pas par rapport à ton frère. Comment t'es venu l'envie de jouer au rugby? Disons que moi j'ai commencé très jeune aussi, j'ai commencé au rugby à l'âge de 6 ans, donc j'y suis toujours aujourd'hui, donc ça fait un paquet d'années que je suis au club. On dira pas le nombre d'années. Ça commence à faire, mine de rien. 26 ans aujourd'hui, 21e saison là, cette année. Donc ça commence à faire beaucoup. Et j'y suis venu au rugby tout simplement parce que c'est mon père qui m'a inscrit au rugby. Lui, il jouait au foot quand il était plus jeune. J'ai toujours voulu faire du foot, mais lui m'a quand même poussé vers le rugby. Et voilà, ensuite mon frère m'a rejoint. Donc on était deux petits Lyonnais qui avons suivi les épopées de l'OL quand on était jeunes. Et au final, on s'est orienté vers le rugby, ça nous a plu et on n'a jamais quitté, quoi, tout simplement. Et en tout cas, il a bien fait de vous mettre au rugby, en tout cas. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Laurie, toi, du coup, tu pratiques aussi un sport à côté. Et quelle activité? Oui. Depuis quand? Tiens, on va aussi poser la question. Alors, c'est pas du rugby. T'en as fait un petit peu avec nous à l'IHOP, voilà, mais tu fais pas du rugby à côté. Vas-y, nous raconter tout ça. Tu nous ferais une démo après de rugby quand même. Ah bah oui, bien sûr. Je crois qu'on doit avoir un ballon aussi par là, pas très loin. Non, moi je fais du handball depuis une bonne dizaine d'années. Et voilà, moi je joue au club de Bron. À Bron? Voilà, en National 1. Donc c'est la 3e division française. Ah ouais, donc il y a quand même aussi on a des sacrés sportifs et sportives autour de la table. Luna, toi du coup, est-ce que tu pratiques un sport? T'aimes ça un peu le sport? Le foot? T'aimes le foot? Ok, super. Alors peut-être qu'après, avec papa qui est à côté, peut-être qu'il fera du rugby, hein? Pourquoi pas, comme Baptiste et tout, pourquoi pas? Par la suite. Prenez micro, allez-y, on vous donne le micro. Bonjour, j'ai dans la famille de ma femme, c'est plutôt rugby que football. Alors, est-ce que les joueurs et les joueuses ont un poste et un numéro sur le terrain? Question de Maïka. Eh ben oui, on a un numéro sur le terrain, qu'on soit joueur ou joueuse. On a des numéros qui vont de 1 à 15 et pour les remplaçants, ça va du 16 au 23. Donc vraiment, nos numéros définissent nos postes et les actions qu'on doit mener sur le terrain. Donc voilà, on n'a pas un numéro qui nous est attitré personnellement puisqu'on le partage avec tous les joueurs qui jouent le même poste que nous. C'est ça, je dis pas de bêtises, Léane? Oui, c'est ça. Puis après, de 1 à 8, c'est les avants et de 9 à 15, c'est derrière. Très bien. Alors du coup, Léane, tu joues quel numéro, toi? 6 ou 7.
qui est le poste de Troisième ligne L. troisième ligne L, donc du côté des avants. Voilà, Loana joue avant. Et Baptiste? Moi, je joue numéro 9. Moi, je fais vraiment la jonction entre les avants, justement, et les arrières. Donc, ceux qui sont forts et puissants et ceux qui courent vite. Donc, moi, je suis le cerveau qui est censé... le plus intelligent de la bande. Voilà, si vous nous écoutez, hein, les autres coéquipiers, Baptiste, donc c'est le plus intelligent de la bande. C'est à peu près ça. Voilà. C'est vrai que le poste numéro 9, en tout cas, est un poste stratégique dans le rugby, c'est vrai. Alors, prochaine question qui nous est également posée par Maïsia. Combien d'entraînements par semaine avez-vous? Alors là, il va peut-être avoir une petite différence entre vous deux. Moi, je joue en réserve, donc on a des entraînements 3 fois par semaine. Le mardi, mercredi et jeudi, dont 2 sur le terrain et 1 en salle. Bah, du coup, moi, c'est vrai que c'est un peu différent parce que maintenant, c'est notre métier. Donc, on doit y être au quotidien. Donc, nous, globalement, on s'entraîne du lundi au vendredi sur des créneaux horaires qui varient un peu, mais généralement, entre 8h et 15h, on est au stade. Donc, durant la journée, on organise notre journée d'entraînement de manière un peu diverse, mais on va dire qu'on fait souvent des analyses vidéo, beaucoup de préparation physique en salle de muscu et aussi pas mal d'entraînement sur le terrain. Donc voilà, on a du contenu qui est assez varié. Léane, vous avez aussi de la préparation physique de votre côté? Oui, on a un préparateur physique et on en fait pendant les entraînements. On a souvent c'est 2 fois dans l'entraînement, on a de la préparation physique sur le terrain où on fait du cardio, de la vitesse, etc. Alors, je vais me tourner vers toi, Laurie. Alors, le handball, combien d'entraînements as-tu par semaine, en plus ton niveau de National 3? 4 entraînements, et c'est National 1. National 1, pardon, oui, troisième division. Oui, donc on a 4 entraînements semaine répartis, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. On a le mercredi un peu plus off, les matchs le week-end. Et le début de semaine est plutôt consacré à la préparation physique aussi, PMA, haltéro, muscu, etc. Et la fin de semaine plus sur le tactique. Au niveau, toi, de ton rôle en tant qu'enseignante APA, ici, d'activité physique adaptée, au sein de l'IHOP, comment ça se passe avec... forcément, ils ont pas, les personnes qui sont ici n'ont pas forcément 4 entraînements par semaine, mais comment ça se passe s'il y a des patients qui ont envie d'aller... tiens, moi j'ai envie de faire du sport tous les jours, par exemple? Eh bien, nous, on est là pour adapter et rendre l'activité physique possible et accessible à tous ceux qui ont envie d'en faire. Et on essaye de motiver ceux qui ont un peu moins envie parce que l'activité physique régulière est essentielle, d'autant plus pendant les traitements, ce qui permet de mieux supporter la maladie. Donc voilà, on est là pour ça. Eh bien très bien. Voilà, Loane qui va revenir, elle s'absente quelques instants et elle va revenir vers nous. Prochaine question qui nous est posée par Lino. Lino qui pose comme question: à quelle heure vous levez-vous pour les entraînements? Moi, je vais répondre parce que je suppose que toi, c'est le soir. Oui. Donc, à moins que tu répondes que tu te lèves à 17h, mais Non. Oh, ça dépend la fête veille. Ce qu'elle a fait la veille. Hein. S'il y a eu fête ou pas, on peut se lever à 17h. Non, mais nous, c'est vrai qu'on démarre vraiment l'activité commune à 9h. Notre première réunion collective, elle est à 9h du matin. Et la plupart du temps, on a souvent des petits exercices de prophylaxie ou du renforcement en amont. Donc forcément, on doit venir un peu plus tôt. Et puis généralement, on nous propose de prendre le petit déjeuner ensemble. Donc moi, j'arrive au stade aux alentours de 7h30 et je me lève vers 7h le matin. D'accord. Alors, lève tôt ou lève tard? Forcément, lève tôt. Je veux dire, j'ai pris l'habitude aussi de me lever pour aller à l'entraînement. Donc maintenant, ça suit son cours. Et des fois, pour le coup, c'est difficile de s'entraîner tôt le matin en semaine et de devoir jouer à 21h le week-end. Ça fait quand même un vrai décalage entre les horaires auxquels on s'entraîne la semaine et l'heure à laquelle on doit jouer le week-end. Alors du coup, j'ai une question un peu complémentaire. Du coup, quand il y a un match en soirée, donc le week-end, comment ça se passe du coup le matin? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un échauffement commun qui est prévu, tout ça, comment ça s'organise? Bon, ça dépend un peu si c'est un match à l'extérieur parce que forcément on est tous ensemble déjà la veille la plupart du temps, donc on a un éveil le matin, on revoit nos lancements tranquillement et puis on passe du temps ensemble, on partage du temps ensemble avant de faire une petite sieste et de se projeter sur le match. Mais la plupart du temps, quand on joue des matchs à domicile, on se rejoint toujours 4 heures avant le match au stade et en fait tout simplement on revoit nos lancements tranquillement sur le terrain, puis on prend une petite collation ensemble et après on se projette rapidement sur le match.
Mais non, le matin, si on joue à 21h par exemple, chacun est libre de faire ce qu'il veut quand on joue à domicile. Quelle est la partie la plus difficile de votre entraînement? Question des jeunes de l'IHOP. Moi, je dirais y a la préparation physique qui est quand même compliquée parce que il y en a qui m'ont traumatisée quand même. Mais après, sinon, je sais que je suis beaucoup plus forte en défense qu'en attaque. Donc, quand on travaille les passes, c'est toujours un peu plus compliqué pour moi. Mais sinon, j'aime tout à l'entraînement. Donc, je suis toujours contente d'être là. Et je prends, même si c'est dur. Disons que au fur et à mesure du temps, j'ai appris à apprécier un peu tout ce qu'on peut faire dans notre quotidien. Donc, que ce soit la préparation physique ou les entraînements rugby, on trouve toujours du plaisir à partager des moments ensemble. Mais dans l'entraînement rugby, vraiment, le truc qui est le plus difficile de répéter au quotidien, c'est les contacts. En fait, tous les ateliers contacts, parce qu'on fait un sport qui est assez exigeant physiquement, et donc forcément on prend des coups le week-end, et devoir répéter ces efforts-là même durant la semaine, ça c'est quelque chose qui est assez difficile mentalement de devoir se rentrer dedans pratiquement tous les jours. Donc c'est un peu une charge mentale qui est importante. Pour toi, Laurie, t'es plutôt par exemple physique ou technique de jeu? Alors j'aime bien les deux, mais j'aime un peu moins tout ce qui est PMA. Je préfère la partie haltéro, muscu. Et les entraînements les plus durs, je dirais que c'est ceux où on sait qu'on va pas toucher une fois la balle, où ça va être purement que du physique. Ça, c'est dur mentalement quand on sait ce qui nous attend. Ça, vous connaissez ça aussi de votre côté, Baptiste, tout ça, c'est pas forcément ce que tu préfères le plus. Tu préfères être avec ballon en main, j'imagine, sur les entraînements. Ouais, forcément. Tu prends beaucoup plus de plaisir quand il y a du ballon, mais après, nous, ça fait partie de notre métier aussi, donc on n'a pas trop le choix. Et Luna qui revient. Voilà, Luna qui est de nouveau avec nous. Vas-y, installe-toi. On est en train de parler, Luna, justement, de ce qu'on aime le moins à l'entraînement, enfin, du moins de ce qu'ils aiment le moins à l'entraînement, ou aussi ce qu'ils aiment le plus. Léane, pour toi, sur le côté un peu, tu préfères quand même aller ballon en main quand même sur les entraînements? Je préfère plaquer. Ah oui, non mais c'est vrai, elle me l'a dit en plus en off au début de l'émission. Donc moi j'aime pas plaquer, mais elle c'est son dada quoi. Voilà. Voilà, Baptiste, ballon en main, toi c'est le plaquage. En fait, toi le ballon tu t'en fiches, c'est l'adversaire que tu veux avoir. Je comprends. Je comprends, mais c'est en même temps profil d'avant, donc voilà, profil en plus 3e ligne, donc ça plaque. Très bien, on va passer aussi à Rodolphe qui va venir avec nous sur le plateau radio. Voilà, on va faire un petit changement. Le temps de faire le changement, on va se laisser avec un petit jingle. Luna, tu peux appuyer si tu veux sur un bouton, et on se retrouve juste après. Alors on se retrouve à l'IHOP et bien maintenant avec notre nouvel invité qui va nous rejoindre, qui est donc Rodolphe, référent, enseignant APA ici au sein de l'IHOP. Salut Rodolphe. Salut tout le monde. Alors Rodolphe, raconte-nous un petit peu là très rapidement ce que tu fais, ta mission ici au sein de l'IHOP, avec notamment Laurie. Moi, ma mission du coup c'est de coordonner la prise en charge en activité physique des patients. Donc j'ai la charge à la fois du coup de manager les enseignants en APA dont fait partie Laurie, et puis du coup de pouvoir aussi mener les projets, coordonner les projets en lien avec l'activité physique, les partenaires aussi, comme aujourd'hui la web radio, pouvoir les mettre en place au sein de l'établissement. Super, donc faire des activités physiques adaptées avec les jeunes aussi donc, de l'IHOP. Ceux qui ont posé d'ailleurs les questions, auxquels nos invités, Baptiste qui est toujours avec nous, avec Léane, répondent depuis tout à l'heure. Alors, prochaine question qui nous est posée par Mohamed. Combien de matchs avez-vous par saison? Il va falloir faire peut-être un petit calcul, à peu près approximativement. Léane. Alors, je sais pas du tout, je sais juste qu'on en a à peu près environ toutes les 2 semaines. Donc un rythme de tous les 15 jours oui, match. Tous les 2 semaines, et des fois on a 3 semaines, mais c'est rare. Donc ça fait pas mal de matchs, mais moins qu'en top 14. Parce que... Nous, pour le coup, en top 14, on est 14 équipes. Donc on joue 26 matchs de championnat, plus la Coupe d'Europe. Donc avec le club, on arrive aux alentours d'une 30aine de matchs en fonction de si on se qualifie pour les phases finales, à la fois en championnat ou en Coupe d'Europe. Donc ça fait environ 30. Et puis à ça, il faut rajouter les matchs internationaux si on est sélectionné pour les échéances internationales. Donc ça fait un peu plus d'une 30aine de matchs par saison. Généralement, on ne participe pas à tout.
Moi, de manière générale, je participe à 23, 24 matchs durant la saison. Ça fait déjà pas mal parce que si on arrive à tout faire, c'est qu'on est costaud à la fois physiquement et mentalement. Alors comment justement vous arrivez à gérer un peu ce rythme-là ? Honnêtement, c'est très très exigeant, surtout le championnat français. Il exige d'avoir très peu de récupération. Il y a eu des périodes où au début de l'année on a joué 16 week-ends d'affilée. Donc ça mentalement c'est très lourd parce que finalement il y a très peu de temps où tu peux un peu t'évader, penser à autre chose. Et en plus de ça, il y a des périodes où sur le terrain ça se passe pas très bien. Donc il y a des remises en question un peu permanentes et ça c'est assez particulier à gérer. Donc c'est quand même compliqué. Il faut essayer de trouver des périodes qui te permettent de souffler. Donc souvent le staff aussi te libère sur des week-ends de temps en temps pour que aussi t'aies des périodes de régénération, quoi. Et puis vous êtes quand même aussi bien accompagné médicalement. On en parlait tout à l'heure en off au niveau de l'émission. Toi Léon, en plus tu es blessé, mais c'est vrai qu'au Loup, vous avez quand même un bel accompagnement médical derrière vous. Oui, c'est que dès qu'on se blesse ou qu'on a quelque chose, on peut avoir un rendez-vous dans la journée et c'est vraiment pratique parce qu'on est toujours suivi, on a toujours quelqu'un derrière, donc c'est vraiment bien, surtout que c'est à côté du stade. Donc. C'est aussi un peu ce que tu prônes aussi, Rodolphe, ici au sein de l'IHOP, Léon Bérard, avec tes équipes, avec Laurie notamment, justement d'être là pour les patients et de les accompagner dans le sport adapté. Comment tu arrives justement à les motiver à faire du sport et à prendre soin d'eux ? C'est vraiment individu dépendant, il n'y a pas de recette miracle et des recommandations qui existent en termes d'activité physique. Mais vraiment, on part vraiment de l'individu, on personnalise au maximum en fonction déjà de la personne, si elle aime ou pas une activité physique, si elle en pratique aussi. Donc on va vraiment avoir des leviers différents à actionner. Et après, l'idée, c'est d'avoir, pendant les traitements, une activité physique qui soit la plus régulière possible, même si c'est pas beaucoup. En fait, c'est d'essayer de faire en sorte de bouger un petit peu tous les jours pour que physiquement, on n'ait pas une dégradation trop importante. Et puis aussi, moralement et socialement, pour pouvoir aussi changer un peu les idées. Donc pendant les traitements, c'est surtout d'essayer de maintenir un rythme de vie actif et de ne pas être trop sédentaire. Vous pratiquez notamment aussi du rugby avec le Loup. Ici, au sein de l'IHOP, on l'a fait aussi avec le Col, notamment sur quelques interventions. Comment justement tu adaptes tout ça, les différents clubs qui viennent, parce qu'il y a aussi du foot, il y a d'autres sports. On a vu aussi du tir à l'arc, on a vu plein de sports complètement différents, individuels et collectifs. Comment tu adaptes tout ça, l'arrivée de ces associations qui peuvent justement collaborer avec toi sur des projets à destination des patients? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs cas particuliers. Les partenaires, ils ne sont pas là tous les jours, ils sont là régulièrement. Les enseignants en APA sont là tous les jours pour accompagner les patients. Donc c'est de leur compétence de savoir en fait prendre n'importe quelle activité comme un support et derrière en fait de l'adapter à chacun des patients en termes de durée, de difficulté. Donc de toujours faire en sorte que l'activité soit accessible et quand même un petit peu challengeante pour stimuler et du coup amener une progression. Et après quand il y a des partenaires, très souvent c'est des spécialistes dans un domaine, donc après quand tu es spécialiste dans un domaine aussi c'est plus facile de trouver des adaptations et c'est vraiment le côté bienveillant, l'approche, l'ouverture d'esprit qui fait que après l'échange marche bien et du coup permet d'accompagner les patients. Rodolphe, je te propose de poser la prochaine question à nos invités. Alors, quel est votre régime alimentaire pendant les compétitions ? Donc c'est Keira qui pose la question. Moi c'est un peu spécial parce que je suis végétarienne. Mais je sais que j'essaye d'avoir la moitié de mon assiette qui est de légumes, un tiers qui est de protéines et l'autre qui est de féculents. Et je fais ça tous les jours. Après, ça n'empêche pas que des fois, on peut se permettre des choses quand même. Des petits excès, c'est ça que tu veux dire? Baptiste, au niveau du régime alimentaire? Honnêtement, je n'ai pas de régime alimentaire particulier. J'essaie juste de manger de manière saine et équilibrée au quotidien. Voilà, je me permets 2-3 écarts de temps en temps, mais sinon j'essaie de ne pas faire énormément d'excès, de respecter une alimentation assez équilibrée, quoi, tout simplement. Et comme on disait tout à l'heure, on a une saison qui est tellement longue que aussi moi j'ai pris le parti de ne pas me prendre trop la tête aussi avec l'alimentation, de faire attention, mais que ça ne devienne pas quelque chose qui me bouffe l'esprit au quotidien. Se faire plaisir aussi, c'est important. Rodolphe, toi, qu'est-ce que tu préconises, notamment aussi au niveau alimentation pour les patients, par exemple, tout ça, justement, qui sont après en post-traitement, ceux qui sont en rémission, voilà. Alors moi, c'est pas mon domaine de prédilection, mais après, globalement, nous, on a des diététiciennes ici qui suivent les patients.
que ce soit pendant les traitements ou après. Donc l'idée c'est de garder en tête quand même d'avoir une alimentation qui soit la plus saine possible, la plus variée, puis la plus équilibrée. Là pour le coup, voilà, c'est d'essayer de faire en sorte que les patients ils mangent régulièrement. Pendant les traitements c'est difficile, donc c'est d'essayer de trouver les astuces pour leur donner envie de manger, et puis après en général c'est un peu plus facile. Alors qu'est-ce que vous faites pour vous préparer mentalement avant un match important ? Au final, j'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que c'est vrai que je pense que j'ai assimilé des méthodes avant les matchs qui sont maintenant ancrées en moi. J'essaie de rester concentré. Souvent, je reprends les notes que j'ai prises durant toute la semaine sur l'adversaire qu'on va affronter. Et puis, j'essaye quand même d'avoir des tâches assez répétitives pour me mettre dans une certaine bulle et dans un certain confort avant les matchs. Et au final, presque de trouver un état où je me sens rassuré en me disant que je me suis préparé suffisamment bien pour être bon pour le match. Donc, au final, je répète simplement des actions que je fais toute la semaine pour être prêt pour le match. Est-ce qu'il y a des choses aussi un petit peu mentalement avant un match pour se concentrer, le vestiaire? Il y en a qui écoutent la musique, voilà, il y en a qui jouent peut-être à des jeux en commun, des jeux de cartes et tout, enfin juste pour se détendre, pour penser à autre chose par exemple? Oui, finalement, c'est vrai que chacun a une méthode assez particulière et différente pour se préparer avant les matchs. Moi, j'essaie vraiment de m'imprégner de l'atmosphère du terrain. J'aime pas avoir les écouteurs, être dans ma bulle. Au final, j'aime bien partager ces moments-là avec les supporters. Quand j'arrive au stade, j'ai envie d'entendre l'ambiance et d'apprécier aussi ce qu'il y a tout autour de l'événement et du match. Et je pense que c'est important aussi pour commencer à rentrer dans le match. On a joué récemment dans des atmosphères qui étaient chaudes à Perpignan, à Toulon. Et je trouve que c'est bien aussi de prendre la température avant de rentrer sur le terrain. Parce que si tu sors sur le terrain et que tu n'es pas préparé à entendre le public qui va te hurler dessus, ça peut aussi te surprendre. Or, je pense que ça fait partie de la beauté de ce qu'on vit aussi. Et c'est important de prendre conscience que ces choses-là, c'est pas anodin non plus. Il faut en profiter. Et partager du temps en effet avec les supporters et s'imprégner de l'ambiance, que ce soit bien sûr au Loup Rugby, à Gerland ou à l'extérieur. Léane, de ton côté, comment au niveau des les avant-matchs un peu, comment ça s'organise de ton côté? Alors, j'ai une petite routine. Ah, vas-y, raconte-la nous. Chaque match, je fais exactement la même chose, dans le même ordre. Donc je vais me faire des tresses et après dans le vestiaire c'est préparation, écouteurs, je mets les cales, puis je m'habille et après je regarde toujours une vidéo qui me motive sur des bons plaquages offensifs. Ah, les plaquages, on en revient bien sûr. Bon plaquage percutant, super, ça motive. Donc voilà. Toujours dans le même ordre en fait, c'est ça? Oui. Il y a Laurie à côté qui sourit, qui hoche la tête, c'est pareil de ton côté au handball? Oui, pardon. Oui, on a aussi la petite routine coiffure avec les joueuses où il y en a une qui coiffe un peu tout le monde avec des belles tresses plaquées pour jouer. C'est vrai que c'est la routine. Baptiste, aussi, vous avez la routine coiffure? C'est les tresses, hein, c'est pareil. Et nous, on joue au Uno aussi. Alors des fois, ça a tendance à plus désolidariser, oui, parce que ça se prend la tête sur... parce que quand on se prend 4+4 d'affilée, c'est un peu rageant, mais on rigole bien au moins. Ok, super. Donc voilà, des petits gris-gris au quotidien en tant que sportif. Comment gérez-vous la pression pendant les matchs? Alors ça, c'est pendant. Un petit peu la pression, comment on la gère? Ça, c'est donc des questions qui sont bien sûr posées par les jeunes de l'IHOP. C'était dans le cadre de nos ateliers de web radio. À titre personnel, je trouve que la pression, elle s'évacue facilement une fois que le coup d'envoi il a été sifflé. Il y a toujours un peu de pression avant le match, mais au final, toute cette pression, cette appréhension qu'on a autour de l'événement, elle est évacuée dès le premier impact, dès la première course, parce que finalement, tu calcules plus tout ce qui se passe autour. Et t'as plus conscience vraiment de l'ambiance, de l'atmosphère, de contre qui tu joues. Au final, t'es pris dans le mouvement et je pense que c'est un peu similaire à tout ce que tu pourrais trouver dans les autres sports. C'est à peu près pareil. C'est qu'une fois que le coup de sifflet il a été sifflé, c'est parti, quoi. Je suis complètement d'accord. Et moi, je sais qu'avant chaque match, je me dis je laisse mon esprit au vestiaire et je donne tout et c'est le principal. Et on peut faire des erreurs, c'est pas grave, tout le monde en fait, donc tant qu'on donne tout, c'est bon. Alors, moi du coup, je vais poser la question, est-ce qu'à un moment donné, ça vous est déjà arrivé, des moments où vous décrochez? Vous êtes dans le match et puis à un moment donné, il y a peut-être une action, une phase de jeu où là, vous perdez un petit peu le fil ou mentalement, après vous revenez dedans, mais
il peut y avoir un décrochage. Nous, c'est quelque chose qui arrive souvent du fait qu'il y ait les écrans géants dans le stade. Et en fait, quand tu viens de faire une action positive ou négative et qu'elle passe au ralenti à l'écran, des fois, tu as le réflexe de regarder ce qui s'est passé à l'écran. Et souvent, moi, je me rends compte, je me dis, putain, mais là, t'es pas dans le match, en fait. Là, tu vois, tu es concentré sur l'écran alors que Là, tu deviens spectateur. Le jeu, il va reprendre. Et souvent, c'est quelque chose qui me donne la sensation de décrocher un petit peu de la réalité du terrain. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, et ça m'arrive à chaque match, et c'est surtout en fin de match quand on est oxy, c'est qu'on ne sait plus vraiment ce qui se passe, mais on sait qu'il faut, il faut plaquer ou il faut attaquer, quoi. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, ou sinon de regarder le public et pendant 2 minutes et d'être là et de me dire là on joue. Faut se remettre dedans, oui. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive souvent même. Et sur le fait d'être oxy, justement, c'est vrai que on dit souvent, quand dans les écoles de rugby, on entend dans n'importe quel sport également, hein, au handball, au football, c'est le cas. C'est-à-dire il faut être prêt physiquement. Hein, c'est important parce que dès qu'on est oxy, ça y est, en fait, entre le cerveau et le physique, ça se déconnecte complètement. Comment tu gères ça notamment? La plupart du temps, je regarde le banc et je demande d'être remplacé quand c'est. La bonne réponse. C'est la bonne réponse. Mais si le banc aussi est toxique, comment ça se passe? Alors là, c'est plus compliqué. Ouais, là, c'est qu'il y a un vrai problème là. Non, mais oui. Après, c'est souvent quand t'es pris dans l'enjeu du match et que t'es sur le terrain pour 80 minutes, t'es quand même investi jusqu'au bout, même si t'es fatigué physiquement. T'essayes de raccrocher le wagon en mental pour aller chercher la victoire jusqu'au bout, quoi. Mais l'avantage de notre sport et de mon poste en particulier, c'est que j'ai tout le temps un remplaçant. Donc si vraiment je suis cramé, la plupart du temps, je tire pas plus loin, quoi. Moi, je sais qu'on me l'a toujours dit, on rentre dans le match, c'est 100%. Et je sais que j'essaie tout le temps de tout donner parce que si ça va plus, je demande à sortir et j'aurai quelqu'un pour me remplacer. Et c'est qu'en fait, faire 80 minutes à 50% ça vaut pas forcément le coup parce qu'au final, on va sortir du match et on va se dire j'ai joué 80 minutes mais j'ai pas donné tout ce que j'avais. Non, c'est vrai que c'est difficile de mesurer et de calculer un peu l'effort qu'on met dans le match, mais moi, c'est la sensation plutôt de gérer ses efforts. Ouais. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ma carrière, j'ai quand même évolué là-dessus. C'est-à-dire qu'au début, je courais vraiment comme un poulet sans tête, que ce soit en attaque ou en défense. Et maintenant, j'ai appris avec l'expérience à me positionner aux bons endroits pour aussi économiser de l'énergie et pas finir, pas être mort à partir de la 60e minute. Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on apprend avec de l'expérience pour justement s'économiser et pas passer toute son énergie en première mi-temps, quoi. Je pense que j'ai pas encore appris, moi. Ça va pas tarder. Ça viendra justement. C'est le fait de pratiquer au fur et à mesure des matchs, et au fil du temps, comme tu le disais, au tout début, tu cours un peu de partout sur le terrain, puis après, hop, tu poses ton jeu, tu te poses aussi toi physiquement. On se connaît mieux, hein. On appréhende mieux les matchs et on les maîtrise davantage au niveau du cardio. T'es d'accord avec ça aussi, toi, Rodolphe? Alors toi, c'est plutôt foot, hein. Je sais que c'est plutôt foot. C'était foot pendant longtemps. Ouais. Maintenant, c'est rugby, c'est ça? Alors, tu as connu rugby, forcément. Mais je joue pas au rugby. Non, j'ai joué pendant une dizaine d'années au foot, mais maintenant je suis au trail, donc c'est la gestion de l'effort, c'est aussi important. Ouais. Tu peux pas être à fond tout le temps. Pour le coup, là, t'es de permanence dans la gestion de ton et comment effort. Tu le gères alors justement? Ça va dépendre de ton parcours, de ton profil d'étape, du dénivelé, si t'as des montées, beaucoup, t'as des descentes. Donc tu gères beaucoup l'alimentation, l'hydratation aussi. Donc c'est tout un ensemble finalement à bien anticiper. Alors ça, au rugby, on n'a pas trop ça, quoique. À Volnavé en Isère, je vais vers Grenoble, il y a un terrain qui est vraiment en pente. Je sais plus à combien de degrés, mais c'est vrai, vous irez voir sur les réseaux si vous voulez, il est vraiment en pente. Et je vous garantis que ça dépend la mi-temps où tu es. Non, mais c'est pas une blague, oui. C'est compliqué à gérer pour le coup. Baptiste, je te jure, le terrain est en pente et des fois tu te dis waouh. En plus, c'est un peu boueux tout ça, donc c'est vrai que c'est un terrain atypique, mais c'est ça aussi qui est magique dans le sport. Charme, là. Et là, pour le coup, il y a du charme. Et je peux te dire que là, tu gères ton match comme un trail. Hein. Là, tu te dis pas, je fais 80 minutes à fond. Non, tu vas gérer, ça dépend si t'es la première ou deuxième mi-temps, si t'es en montée ou en descente. C'est ça que tu vas gérer, surtout en tout début. Question également, comment remontez-vous le moral de votre équipe après une défaite? C'est vraiment... ça va vraiment être lié avec la dynamique de l'équipe, avec ce qui s'est passé sur le terrain. Et donc forcément, il y a des moments où tu vas avoir une appréciation différente de la défaite que tu viens de vivre.
Mais ouais, je pense que c'est vraiment en fonction de la dynamique. Tu vas avoir par exemple tendance à être un peu plus agacé et à remettre tout le monde en question quand t'as pas été pertinent dans ce que tu as proposé sur le terrain. Mais parfois, tu as tout donné, tu as perdu le match et ça s'est joué à des petits détails où tu es tombé contre meilleur que toi et tu peux rien y faire. Donc je pense qu'il faut savoir aussi adapter son discours en fonction de ce que tu viens de vivre. Et le plus important, c'est d'être en capacité de remobiliser l'équipe pour le match d'après. Parce que la plupart du temps, tu n'as que quelques jours pour basculer. Et des fois, ça ne sert à rien de passer trop de temps là-dessus. Il faut juste vite basculer. En tant que capitaine, notamment du Loup, comment tu gères un petit peu ça, ce côté un peu émotionnel, même pour une victoire, hein, parce qu'il faut aussi gérer les émotions, sa propre émotion et aussi les émotions des autres. Ouais, c'est vrai que moi je fais beaucoup ça au ressenti quand même. J'essaie de comprendre un peu dans quel état d'esprit est l'équipe, qu'on soit pas trop en confiance ni trop dans le doute. Et je trouve que c'est souvent notre cas, nous, je vais dire français. Je trouve qu'on, contrairement aux étrangers qui jouent avec nous en club, j'ai cette sensation que nous on a beaucoup de différences émotionnelles après les victoires et après les défaites, alors que les étrangers, ils sont vraiment plus linéaires sur ce qu'ils ressentent et je trouve que c'est une force pour eux de ne pas s'enflammer quand ils gagnent et de ne pas être au fond du seau quand ils perdent un match. Alors que nous, je pense qu'il y a trop cette différence entre les victoires et les défaites. Alors moi, je parle pas trop à la fin des matchs parce que je laisse ça aux coachs et capitaines. Mais je sais que c'est super important en fait pour le moral parce que ça influe vraiment sur les entraînements qui vont se faire la semaine d'après, les matchs d'après, etc. Et je pense que c'est important de sortir que oui, il y a eu des négatifs, mais il y a aussi du positif derrière. Donc bien jouer sur les deux. Voilà. Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise en jouant au rugby ? Ça peut être une valeur, ça peut être une qualité. Un peu parce que c'est un peu l'esprit d'équipe. Je sais que j'avais toujours tendance à me dire il faut que je fasse tout toute seule, que machin, etc. Alors que le rugby, c'est pas du tout ça. C'est si on met 15 personnes qui sont hyper fortes et qui savent pas jouer ensemble, ça va pas marcher parce que c'est de la communauté, c'est du groupe. Et je pense qu'une équipe qui est plus forte avec des individualités, elle ne gagnera pas contre une équipe qui sait jouer ensemble en fait. Pour toi Baptiste ? Ouais, je partage vraiment ce qu'a dit Léane. Je trouve que c'est assez représentatif des valeurs que veut porter notre sport aussi. Et je pense qu'elle a raison, l'engagement qu'on peut avoir sur le terrain, il sera toujours plus fort que le talent que peuvent avoir les adversaires en face s'ils sont moins engagés et motivés que nous. Ce qu'on appelle l'individu dans le collectif. Ça, c'est vrai que ça fait partie des valeurs du rugby. Toutes celles et ceux qui sont autour de nous partagent aussi ces mêmes valeurs-là. On le voit aussi au handball, dans tous les sports collectifs. C'est important de penser à soi, bien sûr, en tant qu'individu, mais penser au collectif. Alors, comment inspirez-vous les jeunes joueurs et joueuses de rugby ? Baptiste, comment tu peux inspirer justement les jeunes ? Je pense que il faut être en capacité quand même, après avoir vécu ce que j'ai vécu, moi, avec toute l'humilité que je peux apporter en tenant ces propos, mais il faut parvenir à être assez simple aussi dans le rapport qu'on a avec les jeunes, et je pense que ça c'est le plus important, d'être accessible, de leur accorder du temps aussi. Moi c'est quelque chose qui me semble très important et qui va permettre aussi à ces jeunes d'avoir de l'espoir et le désir de faire du rugby à haut niveau, et je pense que c'est une des valeurs que j'ai envie de représenter vraiment en tant que joueur de rugby professionnel, c'est de partager et d'être assez accessible pour tous les jeunes qui pratiquent ce sport pour qu'eux aussi ils soient en capacité de jouer au rugby à haut niveau. Et tu l'es, je tiens à le dire, parce que c'est vrai que c'est toi aussi qui as eu la volonté, en tant que personne, en tant que joueur, en tant que Baptiste Couillou qui a souhaité venir ici à l'IHOP Léon Bérard. Donc c'est une preuve justement de ton humilité et le fait que justement tu partages toutes les valeurs du rugby avec les autres. Léane ? Après, je sais que nous, c'est un peu différent chez les filles parce que, surtout en réserve, on n'a pas beaucoup
on n'a pas un très grand public non plus, mais je sais que c'est bien parce que le Loup propose pas mal de choses aux joueuses, comme d'aller dans les clubs partenaires, d'être là pour animer certains entraînements. Et je trouve ça vraiment bien parce que ça permet d'être là à son échelle et d'inspirer aussi les jeunes, de montrer qu'il y a du rugby féminin, que ça se développe et voilà. Ce qui est très important en effet, avec notamment le Loup Attitude. Vous êtes présent voilà, au sein de l'IHOP, vous êtes présent aussi dans des structures spécialisées, médico-sociales, voilà, où vous animez aussi régulièrement des temps d'animation rugby. Vous avez donné de votre temps en tant que professionnel, en tant que joueuse aussi de rugby en élite ou réserve, peu importe, même les espoirs du Loup. Ça, c'est vrai que c'est preuve d'engagement et de solidarité de la part du Loup et même l'ensemble des clubs. C'est vrai qu'on le voit quand même beaucoup dans les clubs de rugby. On le voit ici aussi au Col, on le voit même dans d'autres équipes de top 14. Et ça, c'est vrai que ça fait partie comme des valeurs du rugby et c'est important là-dessus. Vous, de votre côté, les associations que vous recevez régulièrement au sein de l'IHOP, il y a tout type de clubs. On parlait de football, handball, ça peut être basket, tir à l'arc aussi. C'est très varié. Il y a autant de partenaires qu'il y a d'activités. Du coup, c'est bien d'avoir Baptiste et Léane aussi. Ça nous permet de vous remercier aussi d'être venus et de remercier le Loup de manière générale parce qu'il y a beaucoup d'actions qu'on mène avec eux. On en parlait tout à l'heure avec Baptiste, mais il y a des jeunes qui sont allés en match, venir donner le coup d'envoi fictif, aller dans le vestiaire après la victoire. On a plusieurs actions aussi où les jeunes vont en lien avec les joueurs espoirs. Ils reçoivent des vidéos tous les mois, ils ont des défis qui leur sont adressés. On est allé aussi au mois d'avril faire une visite de Gerland, du Matmut et de faire des activités avec les parents et les enfants. Donc c'était aussi l'occasion de remercier un peu le Loup pour ce partenariat. Donc voilà. On a aussi d'autres partenaires qu'on remercie aussi, mais on a la possibilité de faire énormément d'activités physiques. Mais c'est important, en tout cas c'est vrai que le Loup est très dynamique sur le rugby santé notamment. Votre présence aussi aujourd'hui, même si c'est dans le cadre d'une web radio, c'est un peu différent. Ce sont les jeunes de l'IHOP qui ont posé les questions. Alors certains auraient voulu être présents, mais forcément on est quand même l'IHOP Léon Bérard, donc c'est les aléas. On a des jeunes qui étaient peut-être en forme ce matin, le sont moins cet après-midi, étaient en forme avant-hier en posant les questions, le sont moins aujourd'hui, etc. Voilà, on va peut-être aller justement faire un petit tour pour rencontrer certains, mais voilà, c'est les aléas. On a aussi ça dans notre atelier web radio. Ça veut dire que de temps en temps on a des jeunes qui vont être en super forme, on va avoir 3 à 4 jeunes, puis des fois on va avoir qu'un seul. Allez, une dernière question. Quel est votre meilleur souvenir sur le terrain ? Moi je vais en sélectionner vraiment 2 parmi ceux que j'ai vécu dans ma récente carrière. C'est d'avoir participé à la Coupe du Monde en France avec le 15 de France et surtout d'avoir joué à Lyon devant ma famille, devant mes amis, et ça a été quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui a été quand même un peu le point culminant de ma jeune carrière parce que c'était émotionnellement très fort de pouvoir chanter cette Marseillaise à Lyon devant son public. C'était très beau. Et puis l'autre souvenir que je sélectionnerais, c'est vraiment la victoire en Challenge Cup, en Coupe d'Europe avec le Loup, où pareil, je pense de faire briller les couleurs de son club formateur sur la scène européenne, ça a été quelque chose d'assez marquant pour moi et de très fort émotionnellement. Donc je sélectionnerai ces deux moments de ma carrière parmi les plus marquants. Qui sont en tout cas aussi de très bons souvenirs pour les supporters du Loup, bien sûr, et aussi pour de l'équipe de France, un match incroyable en effet au Groupama Stadium lors de la Coupe du Monde de rugby. Léane, pour toi, tes 2 meilleurs souvenirs en tant que joueuse de rugby? Pour l'instant, on en aura d'autres bien sûr par la suite, Baptiste également, c'est pas fini, il y en a encore plein d'autres qui vous attendent. Déjà, ça a été mon premier match où j'ai porté le cuisson du Loup. C'était cette année et c'est vraiment mon meilleur souvenir parce que c'était mon premier match en titulaire surtout. Et d'être sortie et de m'être dit j'ai vraiment tout donné et c'était incroyable de porter ce blason. J'étais vraiment super contente parce qu'au début c'était pas forcément bien parti parce que je sais qu'on m'avait dit qu'il me prenait mais que j'avais pas le niveau, juste la volonté, et d'en arriver là j'étais vraiment super contente. Voilà. Donc ton meilleur souvenir de porter les cuissons du Loup, c'est quelque chose aussi de fort pour toi, Baptiste? Oui, c'est ce que je disais un peu en introduction. C'est un club dans lequel j'évolue depuis que j'ai 6 ans, donc forcément j'ai un peu ce petit truc en plus à chaque fois que je rentre sur le Matmut Stadium de Gerland, parce que je sais que
ces couleurs, elles ont beaucoup de valeur à mes yeux, et de représenter ma ville et mon club tous les jours, c'est vraiment une opportunité pour moi. Je pense que c'est quelque chose qui serait différent si j'étais amené à jouer dans un autre club de top 14 ou dans le monde. Mais c'est vrai que défendre les couleurs de sa ville et de son club formateur, c'est quand même très valorisant, je trouve. Merci en tout cas pour ces très beaux témoignages. Voilà les questions qui ont été écrites par les enfants de l'IHOP, les jeunes qu'on a eu en émission, en intervention web radio, mais aussi dans le cadre du journal. Du journal de l'IHOP avec Géraldine et Anaïs qui au quotidien régulièrement écrivent des rubriques. C'est les enfants qui écrivent des rubriques avec elles, donc ça vous pouvez suivre aussi le journal de l'IHOP. Voilà, on collabore ensemble dessus, et bravo à elles, bravo à eux pour les questions. Merci encore une fois à vous de votre venue ici à l'IHOP, malgré votre emploi du temps qui est quand même aussi chargé, faut le dire. Prochain match samedi au Loup. C'est ça, prochain match samedi, il ne reste plus beaucoup. Voilà, et il en reste plus beaucoup, mais en tout cas on viendra vous supporter contre le Racing. Merci à vous, bonne fin de saison en tout cas. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine.